Voilà, on a pris un peu de temps parce qu'on procède à un nettoyage des surfaces entre chaque changement d'intervenant. On est lié par ce contexte qui nous plombe un peu tous. En tout cas, on est très content d'accueillir Hélène Périvier aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et on parlait de sciences économiques. On disait que c'était la science de toutes les sciences sociales la moins représentée, où les femmes étaient les moins représentées. On parle beaucoup d'Esther Duflo depuis 2019, puisqu'elle a reçu un prix Nobel. C'est une exception. Une des thèses de votre ouvrage, dont on parlera tout à l'heure, l'économie féministe, c'est que la science économique est pensée par et pour les hommes. Avec quelles conséquences concrètes ? Tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis ravie parce que c'est ma deuxième participation au Printemps des Fameuses. Donc, c'est vraiment un plaisir. Eh bien, c'est peut-être un record. Voilà. Pour le coup. Écoutez, en tout cas, je suis ravie. Oui, alors la thèse de ce livre, ça a été d'abord un point de départ qui est de dire que l'économie féministe est une branche tout à fait institutionnalisée de cette science, ce qui n'est pas le cas dans les autres sciences sociales. Et donc, c'est un point qui m'a un peu interrogée et j'ai essayé de comprendre pourquoi et quelle était la spécificité de cette discipline. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de la pensée en économie, on voit que, en prenant l'économie moderne, on ne va pas remonter des siècles en arrière, mais au tournant du 18e et du 19e siècle, c'est une science qui a été pensée par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes. Alors, ce n'est pas spécifique à cette discipline, puisque le patriarcat institutionnalisé, politique, qui était celui du 19e siècle, a évidemment influencé beaucoup de démarches scientifiques. Mais c'est vrai aussi des économistes, et peut-être l'ont-ils pas suffisamment pris en compte dans leurs analyses. De fait, leurs outils ont été pensés, notamment pour évaluer la question de la sphère marchande, en laissant complètement de côté tout un pan de notre économie. Et tout à l'heure, vous en avez discuté avec Sandrine Rousseau, mais qui est celui de la production domestique, qui va être un angle mort pendant longtemps de la science économique. Et alors, avec quelles conséquences, si on ne prend pas ces éléments en compte, concrètement, sur les théories économiques et ensuite sur les politiques sociales, le fait de cette invisibilisation d'un certain nombre de travaux, de pans entiers de l'économie, ça a quelles conséquences concrètes ? Alors d'abord, si je reprends mon chemin historique, oui. Initialement, disons que la vision des économistes était extrêmement genrée, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine idée de la place des femmes et des hommes dans la société, ce qui avait de fait une influence sur leurs outils et leur façon de comprendre les grands défis auxquels ils devaient faire face. Donc les femmes devaient rester au foyer. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit que pour certains d'entre eux, il y va de la soutenabilité du capitalisme parce qu'ils avaient bien compris que tout ce travail qui est fait dans la famille est évidemment extrêmement important. En particulier pour la reproduction de la force de travail. Pour qu'il y ait des travailleurs, il faut qu'il y ait des enfants. Et ces enfants, il faut les éduquer et les élever. Donc ils en avaient bien conscience, mais ils avaient cette idée que voilà, chacun a sa place, les femmes à la maison, les hommes au travail. Alors évidemment, c'était très théorique parce que, y compris et peut-être surtout au 19e siècle, les femmes travaillaient beaucoup. La plupart des personnes travaillaient. Peu de gens pouvaient se permettre de ne pas avoir de salaire. 95% de la population était rurale, donc on peut s'imaginer qu'effectivement, les journées étaient longues. Exactement. Donc c'est une notion un peu théorique, mais néanmoins, il portait un peu cette vision-là. Et puis après, au tournant du XXe siècle, il y a une forme d'invisibilité de ce travail-là, avec l'idée que l'homo economicus, c'est un peu l'universalisme masculin, et donc on regarde le travail sans s'intéresser à ses conséquences sur les inégalités entre les sexes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu des biais extrêmement marqués dans les analyses qu'ont produisent les économistes. Alors ça, c'est des biais, on va dire, généraux. Il y a aussi des biais un peu techniques, et je ne voudrais pas arriver sur un sujet trop corporatiste, mais c'est quand même intéressant de le noter. Les chercheuses économistes sont elles-mêmes placées dans des conditions d'inégalité par rapport aux hommes, ne serait-ce que parce que dans la course aux publications, elles courent finalement avec des boulets aux pieds. Je veux bien que vous expliquiez 2 minutes ça, même si ça peut paraître anecdotique dans le débat qui nous intéresse. C'est quand même une illustration intéressante, je trouve. Oui, parce que c'est vrai que l'économie, on l'a dit tout à l'heure, c'est la science sociale la moins féminisée, 25% de femmes environ, globalement. Alors on peut l'expliquer parce que peut-être elle est un peu plus technique au sens où elle fait appel aux mathématiques, aux statistiques. C'est pas une explication satisfaisante parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui s'engagent dans
dans des études de mathématiques, et donc ça n'explique pas complètement la chose. C'est aussi une science qui est assez proche du pouvoir. On le voit, hein, les économistes sont très présents dans les médias, ils sont très présents en conseillers du politique. Donc c'est une science qui appelle le pouvoir et qui de ce fait a une connotation assez masculine, avec des codes certainement plus masculins que d'autres sciences sociales. Et puis il y a une forme de violence aussi qui s'exerce à l'encontre des jeunes femmes, hein. Donc il y a eu plusieurs travaux, notamment le travaux d'une jeune économiste états-unienne qui a montré que sur les plateformes ou au moment où les jeunes cherchent un emploi universitaire, eh bien les commentaires relatifs aux candidatures de jeunes femmes étaient sexistes, profondément sexistes, alors que les commentaires autour des candidatures de jeunes hommes étaient autour de la qualité de leurs publications, dans quelle école de pensée ils s'inscrivaient, etc. Ça en fait effectivement une science qui peut repousser, et c'est tout à fait rationnel que des jeunes filles se disent je n'ai pas trop envie d'aller dans un domaine dans lequel je serai a priori maltraitée, ou en tout cas un domaine dans lequel ce sera plus difficile pour moi que dans d'autres sciences sociales. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de la science économique à faire pour être beaucoup plus inclusive vis-à-vis des jeunes femmes qui souhaiteraient s'engager dans cette voie pour produire des travaux de recherche. Et puisque vous êtes enseignante chercheuse, Sciences Po, Cevipof, vous êtes au contact de ces générations qui arrivent. Est-ce que vous constatez un certain rééquilibrage ou pas? Alors moi je suis à l'OFCE. Pardon, oh là, pardon. Donc je suis à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors c'est vrai qu'au département d'économie à Sciences Po, il y a eu un recrutement de femmes économistes qui est assez substantiel. Néanmoins, ce qu'on voit du point de vue, alors là c'est pas, je sors un peu de la simple de ma discipline, mais peut-être ce qu'on voit du point de vue des étudiants et des étudiantes, c'est que bien qu'il y ait une majorité d'étudiantes à Sciences Po aujourd'hui, il y a insuffisamment, enfin en tout cas elles se plaignent très souvent d'avoir très peu de femmes professeurs, avec très peu de cours enseignés par des femmes, notamment en première et en deuxième année, ce qui pose une vraie question du point de vue à la fois du recrutement des professeurs des universités dans toutes les disciplines, et puis à la fois voilà, des carrières. On sait qu'il y a beaucoup de... Il y a à peu près l'égalité quand on regarde les doctorats. Après, post-doctorat, ça se maintient. En fait, ça se dégrade beaucoup au niveau du stade de professeur. Et donc là, on doit vraiment s'interroger sur la dynamique de carrière. Juste un petit point pour expliquer peut-être en partie ceci, relatif aux publications que vous évoquiez tout à l'heure. On voit que lorsque les hommes ont du temps, eh bien, ils le consacrent à accentuer leurs publications. Donc, par exemple, ça a été montré sur les congés parentaux. Quand des universités mettent en place des congés parentaux qui sont neutres, donc qui sont donnés aux hommes et aux femmes lorsqu'ils ou elles ont des enfants, eh bien, on voit que ça booste les publications des hommes, alors que les femmes, ça ne change rien. C'est-à-dire que les femmes utilisent ce temps pour s'occuper vraiment des enfants, alors que les hommes l'utilisent pour publier davantage. Et ça a été le cas pendant la crise, pendant les périodes de confinement qu'on a connues. Et on a vu que ça avait un effet très positif sur les publications des hommes et pas sur les femmes. Donc là, dans l'utilisation du temps, il faut certainement s'interroger sur l'impact que ça peut avoir sur les inégalités professionnelles. Donc on a planté le décor d'une science genrée et puis de ses conséquences. Là, on les a illustrées, on comprend bien. Alors vous parlez d'une économie féministe, c'est le titre de votre livre. Est-ce que vous en parlez sans crainte qu'on vous reproche une approche catégorielle ou qu'on vous fasse un procès en éventuelle subjectivité ou conflit d'intérêts? C'est vraiment l'objet du livre, hein. C'est de montrer que, bien au contraire, l'économie féministe, elle ne fait que accentuer le caractère scientifique de la discipline. Premièrement, l'économie, comme toutes les sciences, ne peut pas s'abstraire totalement d'une posture normative. C'est-à-dire quand on est chercheur, on s'interroge sur la société dans laquelle on veut vivre, hein, sinon on ne fait pas de la recherche. Donc, de ce point de vue-là, il faut qu'on admette que cette société dans laquelle nous voulons vivre est profondément une question politique que nous devons échanger. Et donc, ce que fait le féminisme à l'économie, c'est rappeler cette dimension normative qui est nécessaire, mais avec plus de transparence. Les économistes qui pensent qu'ils n'ont aucune posture normative et aucun engagement quel qu'il soit se trompent. Non seulement il leur en faut un, mais en plus, de fait, en tant que citoyen ou citoyenne, ils ont un engagement. Donc, c'est beaucoup plus transparent de dire ce que l'on souhaiterait pour la société dans laquelle nous vivons. Donc, de ce point de vue-là, c'est au lieu de, c'est plutôt montrer l'impact normatif. Et puis, nous sommes tous empreints de biais, et ça, je veux dire, la psychologie sociale l'a bien montré, la sociologie aussi. De fait, eh bien, avoir conscience de ces biais, c'est garantir une discussion scientifique de qualité. Et donc, au lieu de s'enfermer dans un entre-soi,
Les sciences doivent s'appuyer sur la discussion, sur la controverse. Et s'il n'y a pas de controverse, c'est qu'il y a un problème. Donc, je pense que le féminisme a vraiment apporté cette dimension réflexive et critique à la discipline. Et de ce point de vue-là, elle n'a fait qu'accentuer le caractère scientifique. On peut prendre des exemples concrets. Qu'est-ce que le féminisme a apporté à l'économie? Probablement de nouveaux angles d'investigation, mais bon, peut-être qu'on peut les illustrer. Oui, alors, il y a 2 points. Il y a d'abord, comme je l'ai dit, débusquer les biais, donc c'est-à-dire montrer que, quand on a un angle mort sur le travail domestique, on ne pourra pas bien comprendre les inégalités ou la façon dont le marché du travail fonctionne. Et puis, vous l'avez dit, poser d'autres questions. L'économie féministe pose des questions qui intéressent l'objectif féministe qui est celui de l'égalité des sexes et donc de fait va s'intéresser à des questions qui n'étaient pas nécessairement posées. Donc par exemple, je reprends ce même exemple, comment organiser le travail du service aux personnes, du soin, ce travail domestique qui n'est pas partagé, vous en avez parlé tout à l'heure, quel est le rôle des politiques publiques, quel impact sur la production de biens et services. Donc toutes ces questions-là, elles vont être posées différemment dans une perspective féministe et je pense que ça enrichit profondément la discipline. Alors je voudrais juste dire ici qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes doivent porter ces sujets, mais c'est vrai que ce sont plus souvent des femmes économistes qui portent ces sujets parce que nous vivons dans un monde encore aujourd'hui où l'expérience sociale des hommes et des femmes n'est pas la même puisque nous voyons l'état des inégalités. De fait, ce n'est pas étonnant que des femmes puissent porter des sujets différents. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à terme, il n'y ait plus de différence dans les sujets portés. Alors là, on peut comprendre ce que le féminisme apporte à l'économie et à l'inverse, est-ce que l'économie apporte au mouvement féministe quelque chose de particulier? Oui, alors ça, c'est aussi une grande thèse du livre, parce que souvent, cette discipline est mal comprise. Elle est perçue comme cynique, des calculs froids qui sont déconnectés du réel, etc. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas. L'économie est une science extrêmement riche, plurielle, avec beaucoup de controverses, et qui a beaucoup à apporter à la question féministe, notamment, par exemple, par la mesure des inégalités, des discriminations, leur compréhension. On voit qu'on a une recomposition un peu permanente de ces inégalités. Les discriminations ont pris d'autres formes, elles évoluent. Elles sont aussi mêlées avec d'autres dimensions, la question de la classe sociale, la question de l'origine ethnique, et puis bien d'autres dimensions qu'il nous faut penser avec celle des inégalités et discriminations sur la base du sexe. Et donc l'économie a beaucoup à apporter de ce point de vue-là. Et je pense que voilà, le féminisme a beaucoup à gagner de regarder les travaux qui sont très riches aujourd'hui et qui sont produits par cette discipline. Et puis peut-être, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'il y a une idée qui me semble importante et que j'ai omise tout à l'heure dans la dimension scientifique de l'économie. C'est aussi l'idée que le féminisme, ça n'est pas une revendication catégorielle. L'égalité des sexes, c'est une part, c'est à part entière une réflexion des théories de la justice. Enfin, c'est une façon de penser une société juste. Et donc, de ce fait, il y a d'ailleurs beaucoup de controverses au sein du féminisme, mais ça a une forme de dimension scientifique ou au moins philosophique de laquelle l'économie a beaucoup à apprendre. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une façon de faire un procès éventuellement au fait qu'on considère qu'à partir du moment où on est féministe, on va orienter les idéologies des théories économiques. Est-ce que féminisme et économie, ça se traduit obligatoirement par une seule voie idéologique? Alors pas du tout. D'abord peut-être revenir un peu sur la démarche scientifique. Pourquoi l'économie féministe reste dans le champ des sciences? Parce qu'on va poser une question qui interroge ou qui intéresse la question féministe. On va produire des résultats qui, eux, ne sont pas féministes. On ne préjuge pas de ce qu'on va obtenir. C'est là où est la démarche scientifique. On ne se dit pas « je voudrais trouver ça ». On cherche, et puis ce résultat, on va évidemment lui donner une force par rapport à cet objectif d'égalité. Mais la démarche elle-même reste scientifique, c'est pourquoi il y a beaucoup de controverses, c'est pourquoi la controverse, elle est absolument centrale. Et puis ensuite, effectivement, il y a de multiples écoles de pensée en économie, et il y a de multiples façons de penser l'égalité des sexes, en tout cas de voir comment nous pouvons atteindre cet objectif. De fait, on devrait parler des économies féministes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de croiser ces deux perspectives, il n'y en a pas qu'une seule, et ce champ est traversé par beaucoup de discussions tout à fait passionnantes, tant du point de vue des outils utilisés que de la perspective féministe en tant que telle. Alors,
Peut-être c'est le moment maintenant d'essayer de voir comment se traduit justement cette approche théorique qui peut être diverse et donc amener à des propositions de nature différente. Pour le coup, en matière de politique publique, ces réflexions, ces travaux de recherche dont vous parlez, ils peuvent avoir quelle traduction concrète ? Alors moi, je vais vous parler du champ que je connais le mieux. Allons-y. Donc de la France déjà et de certaines politiques publiques. Mais bon, dans les questions, on pourra revenir sur d'autres questions plus larges. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cas de la France ? On est dans un système qui a certes beaucoup évolué, mais qui est un système hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui était une époque dans laquelle on souhaitait avoir cette société dans laquelle les femmes restaient à la maison, les hommes travaillaient, avec une organisation autour de droits sociaux qui était transmis du conjoint travailleur vers la conjointe dite inactive. Vous avez une bonne formule pour décrire cette situation. Alors, c'était Monsieur Gagne-Pain. C'est donc ce modèle bien connu des années 50, 60. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde s'organisait comme ça, mais néanmoins, c'était le référentiel politique. C'était ce qu'il fallait porter. C'était aussi, il faut le prendre aussi en compte, c'était aussi avec une idée de progrès social. C'était beaucoup de politiques redistributives, avec une redistribution des richesses. Mais tout ça s'est fait vraiment aux dépens de l'émancipation économique des femmes, puisque l'idée, c'était, voilà, les femmes, elles doivent rester à la maison, élever leurs enfants, les éduquer. Alors, quand même, ce modèle a beaucoup évolué. Dans les années 70 notamment, il y a eu beaucoup de grandes réformes qui ont amendé ce modèle. Pourquoi ? D'abord parce que les femmes sont rentrées massivement dans le salariat et donc ça a changé la donne et donc les politiques publiques se sont adaptées. Puis il y a eu bien sûr les revendications féministes très fortes d'émancipation économique. Mais on est resté un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a changé une grande partie de ces politiques publiques, mais pas toutes, et peut-être insuffisamment de façon cohérente, peut-être avec de façon un peu sporadique, sans avoir une vision d'ensemble. Voilà, un peu au coup par coup. C'est pourquoi, voilà, je décris le modèle actuel de Madame Gagne-Miette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus Monsieur Gagne-Pain, mais l'égalité professionnelle est loin d'être atteinte. Donc, il nous faut vraiment aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Alors, il y a plusieurs choses qui pourraient être faites, et ce que je vais vous suggérer ne suffirait pas à l'égalité professionnelle, mais il y a d'abord, du point de vue de nos politiques fiscales, je pense, un grand débat à ouvrir sur l'imposition des couples mariés et pacsés, qui est un système hérité des années 50, qui favorise les couples dans lesquels les revenus sont très inégaux. Évidemment, le cas ciblé, c'était celui où madame n'a pas de revenus et monsieur travaille, et qui est d'autant plus généreux que le couple est riche. Donc, c'est non seulement extrêmement régressif du point de vue de la redistribution fiscale, mais en plus, c'est une façon, sinon de désinciter, en tout cas d'encourager à une spécialisation des rôles avec madame qui reste à la maison et monsieur qui travaille. C'est un système qui est une dépense fiscale très importante. Nous, avec des collègues de l'OFCE, on a fait plusieurs simulations, mais si on individualisait l'impôt, ce serait à peu près 7 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Après, nous proposons d'autres réformes qui peuvent être moins radicales, mais néanmoins, il me semble que cette dépense fiscale, elle mérite question. Je pense qu'on pourrait quand même en reparler dans le débat public, parce que entre 3 milliards et 7 milliards, on peut en faire des choses qui permettraient de favoriser l'égalité des sexes ou de diminuer les inégalités socio-économiques entre les ménages. Donc ça, je suis très étonnée qu'en France, il y ait aussi peu de débats politiques sur cette question. Pour quelle raison, à votre avis ? Je pense qu'il y a d'abord un premier frein qui est celui de ne pas vouloir augmenter les prélèvements obligatoires sur les ménages. Ça n'est pas très porteur politiquement. Mais néanmoins, on pourrait utiliser ces recettes fiscales pour baisser les taux d'imposition. Donc on pourrait aussi avoir une vision un peu neutre de ce point de vue-là. Je pense aussi qu'il y a une forme de conservatisme autour du couple marié. Alors, marié, ça s'est quand même un peu arrangé, parce qu'il y a eu d'abord le Pacs, puis aujourd'hui, au moins le mariage pour tous, c'est-à-dire qu'au moins cette institution a été élargie aux couples de même sexe. Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'on peine un peu à ouvrir cette question-là, et que ça passe, peut-être ça paraît anti-famille, je ne sais pas, ou voilà, du coup, ça limite le débat public qu'on peut avoir autour de cette question de l'imposition des couples mariés pacsés. Et puis peut-être c'est parce que c'est un sujet aussi un peu
technique et que je ne suis pas certaine que tout le monde a bien conscience à la fois de l'enjeu en termes de finances publiques et en même temps de l'enjeu en termes de justice fiscale. Alors, cette question du conservatisme fiscal, on aurait pu en parler aussi ce matin, puisqu'on apprend dans le livre sur le genre et le capital que une pension alimentaire ou compensatoire est défiscalisée quand elle part à la source et qu'elle est fiscalisée au moment où elle est considérée comme un revenu. Et quand on sait que c'est à 80% des femmes qui reçoivent et des hommes qui versent, c'est une illustration aussi de cette forme de conservatisme où on avait imaginé cette possibilité de défiscaliser pour inciter les hommes à verser leur pension alimentaire. Ça aussi, il faut y toucher très concrètement. Là, il y a beaucoup de choses à faire sur la question des pensions alimentaires. Ouais. Pareil, on est en train de sortir une étude qui va bientôt être publiée justement sur cette question-là. Mais il y a beaucoup de travaux en sociologie, notamment sur la perception des pensions alimentaires. Je pense qu'il y a deux soucis. Il y a effectivement le fait que quand un parent débiteur, disons le père débiteur le plus souvent, verse sa pension, il a déduit de son revenu imposable, et puis son ex-conjointe doit le déclarer, sachant quand même qu'il faut bien voir le système. Elle bénéficie d'une demi-part supplémentaire, donc il y a quand même il y a tout un système pour prendre en compte le fait que par ailleurs elle a la charge des enfants, etc. Néanmoins, le système il est insatisfaisant, notamment du point de vue des classes sociales. C'est-à-dire qu'on va d'autant plus aider les pères, en tout cas socialiser une partie de cette dépense, que les pères sont riches et beaucoup moins dans le bas de la distribution des revenus, notamment avec l'ensemble des prestations sociales qui sont la prime d'activité ou le RSA, dans lequel on ne considère pas que monsieur paye cette pension. C'est-à-dire qu'il peut perdre sa prime d'activité parce que, en tout cas, il est obligé d'intégrer cette pension qu'il paye dans son revenu, ce qui limite sa perception de ce type de droits sociaux. Et puis peut-être un point aussi très important, s'agissant du recouvrement des pensions, c'est que du fait d'une architecture que je ne vais pas détailler là parce que c'est très complexe, des prélèvements sociaux fiscaux, et bien dans certains cas, le recouvrement de la pension alimentaire peut impliquer une baisse du niveau de vie de la mère qui perçoit la pension, parce qu'elle va perdre plus en aide sociale, type aide au logement, prime d'activité, etc. Et ça, c'est un vrai dysfonctionnement de notre système. Ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire revoir les politiques publiques dans leur cohérence pour qu'elles soient articulées de sorte à soutenir le revenu des parents isolés, et en l'occurrence le plus souvent des mères. C'est un axe extrêmement fort d'une économie politique féministe. Alors ça nous fait un premier chantier, le chantier fiscal. Est-ce qu'il y en a d'autres? On a parlé tout à l'heure de congé parental. Est-ce que de ce côté-là, il y a aussi des choses à faire? Oui, il y a beaucoup de choses à faire, même si, encore une fois, je pense que la tâche est plus rude que cela. Alors, sur le congé parental, le système en France, c'était, avant 2015, un système de 3 ans d'allocation de congé parental versé. Et le plus souvent, 98% des allocataires sont des femmes. Donc, on voit bien une reproduction de la division sexuée des rôles. En 2015, il y a eu une réforme intéressante qui a été mise en place, qui visait à limiter à 24 mois maximum par parent la possibilité de percevoir cette allocation, en se disant que pour aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant, le second parent, en l'occurrence le plus souvent le père, devrait prendre cette dernière année. Alors, pareil, on vient de faire une évaluation qui est aussi sortie très récemment. C'est bien. Voilà. Donc, je parle vraiment sur un sujet sur lequel on a des évaluations très récentes. Alors, ce qu'on sait de cette réforme, c'est que d'une part, sans surprise, les pères n'ont pas pris cette dernière année qui leur était réservée. On s'en doutait. Par contre, les femmes sont retournées plus vite sur le marché du travail. On voit leur revenu d'activité augmenter, ce qui était un des objectifs de la loi. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'on sait que plus on reste éloigné, plus on a de mal à se réinsérer. Mais quelque chose qui est tout à fait intriguant qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que, y compris des pères qui travaillaient à temps partiel, qui auraient pu demander l'allocation à taux partiel sans changer leur comportement sur le marché du travail, ne l'ont pas demandé. C'est-à-dire qu'il y a un taux de non-recours extrêmement élevé, qui n'est pas seulement dû à un manque d'information. On ne sait pas trop, là, dans les données, on ne peut pas expliquer ça, mais en tout cas, c'est comme si un peu il y avait un stigma genré sur ce congé parental, comme si les hommes se disaient c'est pas un dispositif pour moi de toute façon. Donc c'est pour ça que je vous dis ce sera plus compliqué, parce que inciter les hommes à prendre ce congé, il y a bien sûr l'idée qu'il doit être mieux rémunéré, mais je ne suis pas sûre que ça suffira. Il y a des vraies politiques d'éducation et de sensibilisation à mettre en place pour dégenrer ces dispositifs et essayer de contrer cette division sexuée des rôles qui nous revient un peu à chaque fois comme un boomerang.
J'ai encore plein de questions et je vois qu'il est déjà 14h54. En principe, c'est le temps où on passe aux questions du public. Alors, j'ai quand même une question sur l'éventualité de sanctions, puisqu'après tout, c'est aussi économique. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à l'éco-conditionnalité d'un certain nombre d'aides attribuées à des organismes, des collectivités ou des entreprises, sous condition qu'elles respectent un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes dans leur politique? Oui, alors il y a déjà tout un ensemble de dispositifs qui obligent les entreprises, avec l'index par exemple, mais aussi voilà, à produire en tout cas leur bonne volonté à vouloir réduire les inégalités professionnelles. Le plus on demande, le mieux c'est, mais moi je constate quand même, et on l'a vu avec l'index, hein, que on est exigeant sans vouloir être trop contraignant quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on permet quand même d'avoir beaucoup de flou, ce qui permet des portes de sortie assez larges, hein, quand on veut éviter la sanction. Donc moi j'aurais plutôt, s'agissant de l'égalité professionnelle, j'aurais plutôt plaidé pour une sorte d'agence indépendante qui aurait eu sous couvert d'anonymat les données des entreprises pour effectuer un diagnostic qui aurait été complètement autonome et impartial, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que du coup les entreprises sont un peu juges et parties, c'est-à-dire qu'elles produisent elles-mêmes leurs statistiques. Donc oui, plus de sanctions, mais surtout plus de transparence, certainement, sur la façon dont elles portent ce sujet et sur le caractère ambitieux des mesures qu'elles prennent. Bon, ce que je note, c'est l'approche, l'appel à une cohérence dans l'application et même la stratégie de ces politiques publiques. Ce sujet est très complexe, il est très vaste, donc on ne pourra pas l'aborder dans son intégralité. Je voudrais terminer peut-être par une question personnelle, puisque vous dites dans votre livre que vous êtes venu au féminisme par l'économie. Ça m'intéresse de voir le chemin que vous avez parcouru et pour quelles raisons. Je pense que ça, du coup, mon parcours est intéressant pour illustrer ce dont nous avons parlé au début, c'est-à-dire la dimension scientifique de l'économie et son articulation avec le féminisme. Oui, moi, j'avais pas de sensibilité féministe quand j'étais jeune, j'étais pas militante, j'étais pas du tout portée sur ces thématiques. Et c'est après ma thèse, quand je suis rentrée à l'OFCE, où j'ai eu la chance de travailler avec une économiste féministe, Danielle Mulders, qui était à l'ULB en Belgique, et sur un contrat européen, le rôle de l'Europe très important pour porter ces thématiques-là. Et j'ai découvert un champ de recherche tout à fait passionnant. Et du coup, en tant que citoyenne, je pense que j'ai été vraiment happée par cette dimension en termes de principe de justice, qui me semble extrêmement importante. Et ça ne m'a plus jamais quittée. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de terminer peut-être, je ne sais pas comment on dit tout seigneur, tout honneur au féminin, mais on a parlé d'économie, on a dit que la place des femmes dans l'économie était plutôt réduite. Malgré tout, il y en a quelques-unes dans l'histoire, et vous en citez 4 dans votre ouvrage, au moins 4, donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être qu'on termine en montrant leur tête et leur nom à ces femmes économistes. Alors celle-là, c'est Julie Daubié. Julie Daubié, une Française. Il y a Clémence Royer. Et puis il y a 2 Anglaises aussi que vous citez, mais après tout, je vous laisse... Donc Harriet Taylor. Voilà. Et Millicent. J'espère que j'ai... Et Millicent Fawcett. Fawcett. Oui. Voilà, c'est un clin d'œil pour terminer. Mais des femmes économistes, il en existe. Vous en êtes la preuve, mais il y en a eu un peu avant vous dans l'histoire. Merci beaucoup donc pour ce 2e passage au Printemps des Fameuses. Merci. Eh bien, je vous donne rendez-vous au 3e quand vous voulez. Avec plaisir.